Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio 1 pour une nouvelle émission, pour décortiquer l'actualité politique de la semaine. Je souhaite la bienvenue à nos invités, Sofiane Sakhri, militant politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Yassan Qadi, bonsoir. Maître Nabil Esmaïl, merci d'être venu, spécialement de Tizi Ouzou. Vous deviez être avec nous la semaine dernière avec Louisa Hanoun, mais vous avez été victime d'un petit accident et ça va très bien. Enfin, heureusement. Avec nous également le journaliste Akram Khaliev, habitué du CPP, directeur du site MENA Défense. Akram Khaliev, vous êtes avec nous en direct. Bonsoir Akram. D'abord, félicitations. MENA Défense vient de fêter 10 ans d'existence. Félicitations pour cette première décennie. Une décennie qui commence par cette information, Akram, dont vous avez été le premier à donner, celle du raid mené contre un convoi algérien en territoire sahraoui. Aujourd'hui, le communiqué de la présidence est clair. Il parle d'un acte de terrorisme d'État et il dit que ça ne restera pas impuni. Oui, tout à fait. C'est clarifié légitimement par le terrorisme d'État. Je pense que les autorités sinon le groupe ont eu suffisamment de temps pour écouter suffisamment de dossiers sur l'incident. Je me rappelle juste que oui, il y a de deux camions algériens qui rentraient de Mauritanie, qui étaient vite, qui n'étaient pas fâchés, qui n'avaient pas couvert suspect. Les deux camions étaient blancs. C'était très facile de distinguer leur caractère civil. Ils étaient embarqués et ils ont été ciblés par deux programmes par rapport à un problème marocain, je dirais marocain. On peut qualifier ça d'acte délibéré et de qualificatif de terrorisme d'État pour État. Alors, Akram Khaliev, cette route, les camions et les convois algériens l'empruntent régulièrement pour se rendre en Mauritanie. D'ailleurs, c'était sur le tronçon Ouargla-Nouakchott. Ils empruntent souvent ce tronçon, surtout en territoire sahraoui, qui est de l'autre côté du mur, ça veut dire sous contrôle sahraoui. Pourquoi, selon vous, il y a eu ce raid? Qu'est-ce qui a poussé, cette fois, l'armée marocaine à opérer ce raid contre des civils, et contre ce convoi dans lequel 3 Algériens ont été tués? Je ne peux pas vous donner les motivations d'affaires. Ce que je peux vous dire, c'est que l'attaque a eu lieu probablement à Algérie. Les drones sont suffisamment bien équipés pour distinguer la nature de la cible qu'ils identifient. Donc, je vous dis, c'était clairement 2 camions vides, non marchés et qui n'étaient pas du tout suspects, qui ne transportaient pas d'hommes ou de matériel ou d'équipement. Et donc, à mon avis, c'est un acte qui a été fait de manière délibérée. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne saurais affirmer que la personne qui a appuyé sur le bouton savait que le camion était algérien. Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, la personne qui a appuyé sur le bouton et qui a reçu l'ordre ou du moins l'autorisation de faire était bien conscient qu'il s'agissait de civils. Alors, le communiqué de la présidence se termine par cette phrase « Ce crime ne restera pas impuni ». Il n'y a toujours pas eu de réaction de la part du Maroc. Akram, est-ce qu'on peut, selon vous, s'attendre à des représailles de la part de l'armée algérienne? Il y aura probablement des représailles compromis par présidence. Ça ne veut pas dire que les représailles doivent obligatoirement être proportionnelles avec ce qui s'est passé. Il est absolument votre question que l'aviation algérienne a bombardé des civils marocains en représailles. Ça, c'est totalement exclu. Je pense que l'expression de cette punition peut prendre différentes formes.
y compris des forces politiques, y compris des forces économiques, puis des forces à travers d'autres parties non algériennes qui bénéficieraient d'une nouvelle configuration des alliances ou d'une nouvelle configuration de la volonté en politique extérieure de l'Algérie. Donc, ça ne veut pas spécialement dire que le Mazahiri doit obligatoirement pour apaiser une sorte de sang, une revanche de sang à bombarder les Marocains. Akram Ihsan Qadi veut vous poser une question. Je voulais pas vous poser une question. Ah, je pensais que c'était une question. Je Akram, n'entends pas bien ce qu'il dit. tu voulais juste réagir. Ça passe mieux d'ailleurs pour. Tu voulais réagir. Akram Khalif, merci d'avoir été avec nous en direct dans le CPP pour nous parler donc de ce sujet très important. Votre site MENA Défense a été le premier à donner l'information le 1er novembre dernier, une information donc confirmée aujourd'hui par les autorités algériennes dans un communiqué, et c'est ce qui est surprenant, c'est un communiqué de la présidence, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères ou l'APS, c'est la présidence qui réagit de cette manière. Merci beaucoup, Akram Khalif. Ihsan Qadi, donc, ce communiqué est tombé aujourd'hui, en début d'après-midi, celui de la présidence de la République. Les mots choisis sont forts, ils ont une signification très importante. Terrorisme d'État, actes barbares, lâchement assassiné, et il se termine par « ce crime ne restera pas impuni ». Comment peut-on réagir à ce communiqué? Je pense qu'on doit courir aux abris. C'est extrêmement préoccupant. Il y a encore un retour là. Non, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Akram Khalif nous a quittés, oui. Bon, moi je vais essayer d'analyser froidement. Il y a un retour. Oui. Est-ce qu'on peut couper le retour? C'est bon? Ils vont le couper. Oui. Il va être coupé. Je vais regarder, observer froidement qu'est-ce qu'on a appris avec ce qui est arrivé. Ça fait bientôt une année que le Polisario a décrété qu'il s'était remis en configuration de guerre. À partir de l'incident de Guelgarat, les incidents de Guelgarat, il considère que le cessez-le-feu est terminé et que donc il est à nouveau dans une situation de guerre. On a des communiqués récurrents du Polisario qui dit qu'il y a des opérations de guerre et qu'il y a un harcèlement du mur de sable, le mur de sécurité marocain. Mais on n'a pas eu d'image pendant toute cette période, on n'a pas eu d'image, contrairement à des périodes antérieures. Moi je me rappelle à la fin des années 70, début des années 80, les opérations du Polisario étaient filmées. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et on pouvait voir les prisonniers marocains et l'armement marocain récupéré, etc. Donc, en fait, pour la première fois, depuis que le Polisario a décrété qu'il était en situation de guerre, pour la première fois, on a un fait de guerre et on a des victimes. Manque de chance, ce sont des victimes algériennes. Pour la première fois, ça sort dans les médias. Peut-être, moi je pense qu'il y a dû peut-être y avoir déjà des bombardements marocains qui ont peut-être touché des éléments du Polisario, de même que peut-être le Polisario a touché des positions militaires marocaines ou civiles, on n'en sait rien. Mais jusqu'à maintenant, on n'en savait rien du tout. Pour la première fois, ce qui remonte dans le champ médiatique et donc qui va toucher l'opinion, c'est qu'en fait, on est en zone de guerre et il y a des bombardements. Ça, c'est la première information que je veux garder. La deuxième information, évidemment, avec ce détail qui n'est pas un détail infime, ça tombe sur des civils algériens. La deuxième information, c'est que la route commerciale, les Barik Nabéha, parce que moi je fais partie des partisans du commerce avec l'Afrique depuis longtemps, du commerce des échanges et des investissements avec la profondeur africaine que nous sommes supposés utiliser, c'est remise en route, cette route commerciale, par la Mauritanie. Voilà, par la Mauritanie. Et donc il y a une route qui est très fréquentée. C'est l'axe Tindouf-Nouakchott. C'est pas l'axe Ouergla, c'est beaucoup à l'est, c'est l'axe Tindouf. Et cet axe-là, qu'est-ce que nous a appris cette information? C'est qu'en fait, quand on regarde la carte, cet axe, une fois que les camions passent la frontière mauritanienne, entre l'Algérie et le Maroc, les camions, le trafic prend une diagonale à travers les territoires libérés.
l'incident a eu lieu, enfin l'incident, le bombardement a eu lieu près de Bir Lahlou. Bir Lahlou, c'est à l'intérieur des territoires libérés, et c'est quand même loin du mur. C'est quand même loin du mur. Moi, j'ai passé une nuit en 96 à Bir Lahlou, en bivouac, avec le Polisario. 25 km, c'est pas un bombardement d'artillerie, c'est ciblé. Et donc, ça laisse penser quand même que c'est une attaque au drone. Donc, on apprend deux choses, une deuxième et une troisième chose. Que les camions algériens passaient par là-bas, et là c'était la responsabilité du Polisario, peut-être, de faire en sorte qu'on cesse d'utiliser cette route. Si on est en territoire de guerre, comme le dit le Polisario, on n'aurait pas dû laisser passer des camions, des civils algériens sur ce territoire, sur cette route, parce qu'elle est dangereuse. Et in fine, je considère qu'il y a des perdants. L'Algérie est obligée de réagir au moins à un niveau de verbal. J'espère qu'il n'y aura pas d'escalade parce qu'il faut garder la tête froide dans ces instants-là. Mais le Polisario va se frotter les mains. Le Polisario va se frotter les mains parce que il a réussi à entraîner l'Algérie. Peut-être que l'Algérie ne voulait pas être entraînée. Il a réussi à l'entraîner en laissant passer. Je ne suis pas en train d'accuser le Polisario. Moi, j'ai toujours considéré que les Sahraouis avaient le droit de se défendre et c'est un droit légitime de se défendre, y compris par les armes. Ce n'est pas ça le débat. Mais sur ce coup, je pense que quelque part, ils n'auraient pas dû laisser passer des camions civils sur cette route-là parce qu'elle est devenue zone de guerre. Et une zone de guerre, il peut arriver ce qui est arrivé. Je note au passage que c'est arrivé le lendemain de l'arrêt des livraisons de gaz de l'Algérie. Je ne suis pas complotiste, je ne fais pas de lien. Mais c'est arrivé le 1er novembre, exactement au premier jour où les livraisons de gaz algérien via le gazoduc qui passe par le Maroc ont cessé. Et le premier parti à réagir, c'est votre ancien parti, Djil Jadid, qui a condamné, je cite, l'assassinat de 3 de nos compatriotes qui convoyaient des marchandises pour la Mauritanie. Cette attaque qui s'assimile à un acte de guerre et d'une extrême gravité, manifestant une agressivité irréfléchie de la part d'un voisin entraîné par sa volonté expansionniste. C'est le communiqué du parti Djil Jadid. Sofiane Sakhri, vous êtes un ancien dirigeant de ce parti. Ça remonte à longtemps, il ne faudrait pas falloir le définir comme ça. Ça remonte à longtemps. C'est vraiment la coïncidence. C'est vraiment la coïncidence, c'est la faute à Kenza Khato qui vient de nous envoyer ce communiqué en arabe et en français. Sofiane Sakhri, est-ce que vous considérez comme Ihsan qu'on peut aller vers l'escalade et que ça peut s'aggraver aujourd'hui entre les deux pays? شوف اولا بالنسبه للبيان هذا تاع جيل جديد، جيل جديد يتحمل مسؤوليه البيان. انا لا يعني من الناحيه السياسيه لست معني لانه استقلت من جيل جديد في 2015. فقط انه اولا بالنسبه للبيان يعني بيان صادر سي ان كومونيكي دو لا بريزيدونس، بيان صادر من رئاسه الجمهوريه. هذا دليل ان كما قلت في البدايه ماهوش صادر من وزاره الخارجيه، وفي بعض الاحيان كانت هناك تهجمات مغربيه وين حتى وزاره الخارجيه ما طردش، يعني كاين يعني ردود افعال من يعني مصادر مختلفه. لكن بما ان الرئاسة هي اللي قدمت بيان، هذا دليل على خطورة الوضع. يعني رانا في مرحلة خطيرة. ثانيا أخي حسن أشار إلى ممر تجاري، ونحن نعلم أنه هذا المشروع يعني مشروع الممر التجاري اللي يربط الجزائر بالساحل وإفريقيا، هذا مشروع قديم ومرتبط ب يعني مصالح الجزائر وأهداف الجزائر وتطلعات الدولة الجزائرية في إفريقيا. كذلك نترحم يعني على أرواح الرعايا الجزائريين، يعني لأنه هادو رعايا جزائريين، ويعني نندد حقيقة يعني رغم أنه إذا دوك نتكلم على الأمور الداخلية، أنا الأمور الداخلية أنتقد المنظومة، لكن بالنسبة لأمر خارجي وين فيه اعتداء على الجزائريين، أنا نظن أنه وكأن المغرب أعلن حرب يعني على الجزائر. C'est pour ça il faut pas mélanger. Yani on s'oppose à un régime, à un système, mais on doit en même temps défendre et protéger l'État-nation. Ça veut dire qu'on peut critiquer la politique intérieure, mais pas la politique étrangère. Non, on peut critiquer la politique étrangère، لكن كي أنت تكون يعني أمام دولة يعني تهاجم، خلاص هاجمت رعايا جزائريين، قتلت رعايا جزائريين. الآن أنا لا أقول أنني أزكي المنظومة يعني بممارستها ما تفعل داخليا، رغم أن السياسة الخارجية ينعكس السياسة الداخلية، لأنه الآن عندنا ناس يتهجم علينا لأنه على بالهم أن
يعني الجزائر راهي هشة داخليا، راهي في وضعية مضطربة داخليا، لكن هذا إعلان حرب على الجزائر. وأنا نقول لك إذا نعطي لك يعني مسار المراحل، أولا المغرب كان داس على وقف اطلاق النار باسكو يافي ان سيسي فو، كان داس عليه في القرقارات، يعني حينما قام بالتهجم في القرقارات، والبوليزاريو سيتي اون رياكسيون، لانه هما اللي داسوا على التزام، يافي ان انغاجمون وفي ان بروسيسوس كي دات دوبي 91، لانه هذه البعثه الامميه لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه، يعني من بين المبادئ التي تعتمد عليها انه تكون يعني تنظيم الاستفتاء، لكن يكون هناك يعني التزام باحترام وقف اطلاق النار. اذا المغرب هو اول من داس على التزام وقف اطلاق النار في القرقارات. بوليزاريو اوتوماتيكمون كانت رد فعل، سيتي اون رياكسيون ليهم، دخلوا في يعني راهم يعني اعلنوا الحرب، انهم يعني يردوا على المملكه المغربيه. حدثت بعض الامور، يعني حدثت بعض التجاوزات. لازم نذكر ان النظام المغربي، وهنا حينما اتكلم عن المغرب انا افرق بين الشعب المغربي الجار الشقيق الذي لا نكن يعني ما عندناش معه عداء، لكن النظام المغربي نحن نذكر ان النظام المغربي مؤخرا اراد عند المجتمع الدولي ان يورط الجزائر انه الجزائر عندها علاقه مع ايران وعندها علاقه مع حركات ارهابيه. نحن نعلم ان الجزائر يعني معترف بها دوليا انها دوله حاربت الارهاب. يعني تشوف هنا اللعبه المغربيه كيفاش راهي تلعب تاع النظام المغربي. اذا كان هناك يعني تصعيد دبلوماسي، الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسيه. كان امر اخر انه يعني تجديد عقد انبوب الغاز الذي يمر على المغرب. الجزائر يعني جدت المشروع مع اسبانيا مباشره عبر الممر البحري دون المرور على المغرب. هذه تكون ردة فعل، لكن ردة فعل ليست بهذه الطريقه، وبالتالي أنا أقول أن سيكون هناك ردة فعل من الجزائر، سيكون هناك تصعيد من الدولة الجزائرية. الآن هل يكون تصعيد عسكري، هل يكون تصعيد دبلوماسي؟ أقول مرة أخرى لأنه كان هناك يعني قرار صادر على مجلس الأمن كان فيه امتناع لروسيا يعني كعضو دائم في مجلس الأمن، وتونس كعضو غير دائم، لجدد مهمة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مدة سنة. لكن مثلا ما حدث في القرقارات، المملكة المغربية يعني داست على التزام وقف إطلاق النار، لم يكن هناك يعني رد فعل قوي. أنا نظن أنه ما فعلته المغرب الآن هي سقطة دبلوماسية، لأنه حتى الآن يعني الدول اللي يعني كانت لينة، شغل كانت سوفت مع المملكة المغربية في أنها يعني أيدت استمرار مهمة البعثة الأممية، أظن الآن راهي وضعتها في حرج بحكم هذا الشيء اللي عملته. Merci Sofiane Sakhri. Nabil Ismail, que pensez-vous de ce communiqué de la présidence de la République? Est-ce qu'il est venu au bon moment? Est-ce que c'est une bonne réponse? Bonne réponse, je ne peux pas le dire parce que ça parle d'éléments qui conduisent à la conclusion. Il ne parle pas d'éléments probants ou d'éléments définitifs affirmatifs. Il y a bien eu 3 Algériens qui sont morts. Oui. Bon, d'abord, la première chose à dire, c'est que c'est des morts de trop. C'est du sang algérien qui a coulé, et qui a coulé par une main étrangère qui a bien voulu, qui a décidé de mettre... Du coup, sur ce coup-là, il y a vraiment une main étrangère. Non, sur ce coup-là, si on voit le communiqué de la présidence, il y a une main étrangère, parce que là, il désigne un coupable, il désigne celui qui a fait ça, et il promet des représailles. Et ça s'est passé à l'étranger, d'ailleurs. Et ça s'est passé à l'étranger en plus. Mais ce qui est, d'abord, parce que vraiment, on n'avait pas besoin de ça. Maintenant, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Le communiqué de la présidence, est-ce que c'était un bon communiqué? Le communiqué de la présidence, je ne peux pas dire que c'est un bon ou mauvais, c'est un communiqué qui a répondu à une situation qui a tardé, parce que ça s'est passé le 1er et le communiqué est sorti, il est sorti aujourd'hui. Le 3 novembre. Donc, nous sommes le 3. Donc, l'incident s'est produit le 1er. Maintenant, est-ce qu'il a tardé parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour conclure à quelque chose, ou est-ce qu'il a tardé, ou est-ce qu'il est sorti parce qu'il y a un journal qui a apporté l'information? Parce que hier, quand l'information a été donnée sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas de démenti et pourquoi il n'y a pas de communiqué officiel? Est-ce que ce communiqué de la présidence est sorti parce qu'il y a eu des interrogations? Parce que les gens ont dit,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les canaux officiels, les médias lourds n'en ont pas parlé? La télé, hier, n'a pas parlé de ça. Alors qu'à midi, tous les réseaux sociaux, tout le monde a parlé de ce fâcheux et de ce regrettable, comment l'appeler, accident, attentat, je ne sais pas comment l'appeler. Mais est-ce que ce communiqué est venu parce qu'il y a eu des interrogations, pourquoi il y a le silence, ou est-ce qu'il est venu parce qu'il y a eu des éléments d'enquête? Là, on ne sait pas, parce que le communiqué en lui-même, il est un petit peu ambigu, parce qu'il parle d'éléments qui conduisent à ça, il parle d'armes sophistiquées, il parle de Irhab Dawla, il ne restera pas impuni. Donc, il y a trois éléments ou trois messages à travers ce communiqué. Maintenant, bon ou il n'est pas bon, pourquoi il a tardé? Pourquoi 3 jours après? Et je rejoindrai mon ami Ihsan en disant il faut vraiment être très prudent. Il faut ta'aqul, thumma ta'aqul, thumma ta'aqul. Parce qu'on ne peut plus se permettre le luxe d'aller vers une escalade qui ne profitera à personne. Parce que à qui profite ce qui est en train de se passer? À qui ça profite? Vous avez bien dit qu'on n'a rien contre le peuple marocain. Et je sais qu'ils n'ont rien contre le peuple algérien. Mais pourquoi 2 ans après une pandémie qui a quand même mis à genoux la planète, toute la planète est à genoux sur le plan social, économique et développement, pourquoi maintenant on allume comme ça des foyers de lutte et des foyers entre voisins? À qui profite tout ça? Donc est-ce que nous ne sommes pas des outils d'une guerre qui ne dit pas son nom, ou d'un changement stratégique international où l'Algérie, le Maroc ou le bassin méditerranéen est en train d'être utilisé comme ça? Donc je me pose la question, faudra-t-il riposter comme ça, comme le dit le communiqué, ou faudra-t-il favoriser les solutions diplomatiques et politiques? Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu cette escalade? Alors, on peut imaginer les 2 scénarios, celui de l'escalade et celui de la désescalade. Mais quand vous parlez de désescalade, le communiqué de la présidence se termine en disant que leur assassinat ne restera pas impuni. Oui. Ça veut dire que vous imaginez un dialogue dans l'impunité. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, objectivement, c'est qu'il n'y aura plus de commerçants de Ouergla ou de l'Alma ou qui vont aller en Mauritanie en empruntant ce chemin. Ils vont rester sur le territoire mauritanien. C'est beaucoup plus lent et je ne suis même pas sûr qu'il y ait une piste valable qui permette de le faire. J'espère que c'est le cas. Bon, l'Algérie pourrait investir dans une route en goudron pour aller jusqu'à Nouakchott. Parce qu'on a misé sur la transsaharienne. Le nord Mali n'est pas safe et le nord Niger non plus. Bon, c'est une route vers l'Afrique qui s'est avérée comme problématique. Aujourd'hui, la route vers l'Afrique, c'est par la Mauritanie. Voilà, on pourrait investir massivement pour faire en sorte que ça soit très rapide d'arriver. Ça c'est dans la stratégie. L'escalade, ce serait d'empêcher le commerce entre le Maroc et le sud. On peut envisager ce scénario, d'empêcher les camions qui passent par Bargarat. Je ne vais pas donner des solutions, ce n'est pas à moi. Mais le scénario, ce serait celui-là. Si on devait rester au niveau militaire, c'est d'empêcher, et empêcher, ça signifie mettre en danger la sécurité des commerçants, comme on a mis en danger la sécurité de nos commerçants qui sont passés par les territoires libérés du Sahara occidental. Le scénario de la désescalade, ça c'était celui de l'escalade, que je ne souhaite pas. Celui de la désescalade, ce serait que les Marocains présentent sur ce coup des excuses et disent que c'est une erreur, qu'ils n'ont pas ciblé en particulier des Algériens, qu'ils ne pouvaient pas savoir que c'était des Algériens, qui présentent des excuses à l'État algérien en disant, voilà, c'est possible, si on veut la désescalade, c'est aux Marocains de le faire. En disant qu'on n'a pas ciblé, on ne pouvait pas savoir que c'était des Algériens, et en disant que c'est une zone de guerre, ce qui de toute façon ne règle pas le problème, parce que le Polisario, lui, va réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le Polisario, aujourd'hui, il est dans la légitimité pour réagir. Parce que ça aurait pu être, en fait, des familles sahraouis qui se déplacent entre des zones sahraouis. Et donc les Sahraouis aujourd'hui sont dans la légitimité pour réagir. Peut-être même plus que les Algériens. Et donc les Marocains, à mon avis, s'ils veulent jouer la désescalade, ils doivent présenter des excuses et dire que c'est une erreur et qu'il n'y a pas d'Algériens qui étaient ciblés. Mais en même temps, en disant cela, ils diront en même temps qu'ils étaient en train de cibler des Sahraouis. Et pour eux, le problème se poursuit. De toute façon,
De toute façon, le problème avec les Sahraouis, pour les Marocains, il est prêt à repartir et il va repartir, c'est évident. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario ممكن أن يكون هناك احتدار من السلطات المغربية parce qu'on attend toujours une réaction des autorités marocaines pour un peu savoir ce que pense l'autre camp sur cette crise. Ils se retrouvent accusés. لا هو يقدر يكون اعتدال، لكن أنا نشوف أنه ما يحدث في الميدان والتصريح هو شيء آخر، لأنه حتى يعني في وقت مضى كان دعا الملك المغربي أنه يكون هناك حوار، لكن في الميدان هناك تهجم على الجزائريين. هذا هو المشكل. المشكل أنه النظام المغربي أولا النظام المغربي راهو يعني منخرط في مخطط استعماري في المنطقة. هذا هو المشكل الأول. المشكل مع النظام المغربي أنه ما زال يؤمن بمخطط استعماري، فيه عندهم خارطة استعمارية راهي موجودة، وهذه الخارطة الاستعمارية تم تقديمها قبل استقلال الجزائر. والمشكل أن في العرش المغربي ما زال فوالا كاين بليزيور تيريتوار با اونيكمون الصحراء اوكسيدونتال الجيري، بليزيور تيريتوار يفيز بليزيور تيريتوار سي لو غران ماروك. عندهم هذه الخريطة الموجودة وفي العرش المغربي مؤمنون بهذه الخريطة. هذه حقيقة موجودة. الشيء الثاني هو كي الأخت تكلمت عن مخطط دولي، صحيح أن كاين دي شونجمون جيوبوليتيك في الأورد مونديال. المغرب المشكل معه أنه متواطئ مع الكيان الصهيوني، هاوليك هذا ثاني مشكل آخر، لأن الجزائر عندها موقف. مثلا الآن تقول لي كيفاش على مستوى منظمة الأمم المتحدة كل هذه الدول يعني تمشي مع لأنه كاين صهيوني يدعم في المملكة المغربية. اليوم الجزائر وكانت دير غير 30% واش راهو يدير المغرب في التطبيع، وكان احنا تاني فتحوا لنا الاخر حنا باسكو عندنا مواقف سياسيه اتجاه هذه القضيه. الور شوف لو ماروك عنده 2 اجون au sein du Conseil de sécurité عنده 2 اجون، عنده لا فرنسا on peut عنده الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني المشكل انه الكيان الصهيوني راهو ما يحركش غير دوله واحده ويحرك عده دول، ولهذا انا نقول انه وللاسف اظن اننا راح نمشيو للتصعيد. الان نقول لك رده فعل جزائريه يمكن أن لا تكون عسكرية، يمكن أن تكون ردة فعل بطريقة غير مباشرة، يمكن أن تكون ردة فعل بطريقة دبلوماسية، بطريقة اقتصادية، ليس أوتوماتيكيا عسكرية. نحن لا نتمنى أن ندخل يعني في حرب مع المملكة المغربية، لكن أظن أن العرش الملكي يعني يريد الزج بنا إلى مواجهة مباشرة، لأنه في نهاية الأمر دائما الجزائر يعني رغم أنها مهتمة بملف الصحراء الغربية إلا أنه المملكة المغربية تريد دائما أنها تجر الجزائر لأنها طرف مباشر في النزاع. وأظن أن هذه العملية كي كان يكون اون رياكسيون دو لابار دو الجيري راه قال يبين قال الجيري الي امبليكي ديريكتومون في لو كونفلي. هذا ثاني شيء آخر. كاين حاجة أخرى أنه أتمنى أن صناع القرار اللي راهم يعني يرسموا السياسة الخارجية الجزائرية أنه في هذه العلاقة مع المغرب والعلاقه مع الملف الصحراء الغربيه لازم نشوفوا في لاجوندا تاع لا بوليتيك اكستيريور دو الجيري لو كونفلي دو سارا اوكسيدونتال سي ان دوسي. المشكل اللي صار لنا درك حنا مؤخرا وهذا يعني رساله لازم ناكد عليها، هو ان منذ مده اصبحنا ننظر الى ان السياسه الخارجيه الجزائريه كلها تصب في ملف الصحراء الغربيه والعلاقه مع المغرب، وهذا اكبر خطا. دوك نقول لك علاش اكبر خطا، هذا خطا استراتيجي. احنا شوف كل دوله عندها ما يسمى بال the national character of the state، الشخصيه الوطنيه للدوله. الدوله كيما الانسان لازم يكون عندها موقف تكون ثابته في الموقف تاعها، لانه كان تكون ماشيه في موقف تتراجع على ذاك الموقف هذا يضر بها كيما يضر الانسان. الان حنا نقدروا نكملوا يعني ندعموا هذه القضيه اللي راهي مطروحه على مستوى الامم المتحده، لكن هذا ملف الصحراء الغربيه ندافعوا عليه بطريقه هو انه مركز الاهتمام تاع السياسه الخارجيه تكون الجزائر والجزائر والجزائر. احنا لازم نفعلوا نديروا ديناميكيه للدبلوماسيه الجزائريه، لانه لماذا؟ لانه كي تكون انت عندك دبلوماسيه قويه سواء دبلوماسيه المنظمات او المؤتمرات او الدبلوماسيه الثنائيه او الدبلوماسيه الاقتصاديه او الدبلوماسيه الثقافيه، نهار اللي تقوي الدبلوماسيه تاعك اوتوماتيكيا
كل الملفات اللي متعلقه بالدبلوماسيه تاعك تقدر تصوبها على وفق المصالح تاعك ووفق الاهتمامات تاعك. لكن المشكل اننا الان رانا نديروا العكس، يعني نصبوا كل الاهتمام في هذا الملف وتركنا الاهتمامات بالسياسه الخارجيه بصفه عامه. Sofiane Sakhri a mis l'accent sur un sujet très important. Ihsan, est-ce qu'il peut y avoir des représailles non militaires? Peut-il y avoir une escalade, oui, mais non militaire? L'Algérie peut-elle réagir d'une autre manière que par les armes? Bon, on va rester sur le terrain global et stratégique. L'Algérie est faible. Parce que son régime est isolé. Et même le président français Macron s'est permis de le dire. Ça veut tout dire. Même le président Macron s'est permis de dire que le Hirak avait fragilisé. On ne peut pas s'engager dans des grands mouvements de bras de fer à l'international si on n'a pas un minimum de cohésion à l'intérieur. Et donc, quand il y a eu Amgala 1 et Amgala 2, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Et on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Personne, Houari Boubdé n'a pas dit on a subi ça. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Mena Défense et Akram Khrif. Mais on n'a pas annoncé des représailles. Donc là, c'est une erreur, à mon avis, dans le communiqué. Il a cette faiblesse. Si jamais il se passe quelque chose demain, si le Polisario fait quelque chose demain, ça va être attribué à Alger et c'est pas bon. Est-ce qu'à l'époque d'Amgala, l'Algérie était moins faible, alors que même en 1976, le Maroc avait l'entier soutien occidental aussi, en 1976. Oui, mais il y avait des combattants sahraouis, c'est eux qui ont fait la différence, jamais les Algériens. C'est un peuple qui était en lutte pour être écouté, pour ne pas disparaître. L'armée algérienne a apporté un soutien logistique. Non, je dis la réponse diplomatique, je prends juste un exemple pour dire que l'Algérie est faible. Et l'Algérie de Ahmed Gaïd Salah et de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chingriha reste faible. Moi, je ne peux pas... Tatbih, c'est un vrai problème. On a réagi à la présence de la déclaration du ministre des Affaires étrangères israélien à partir de Rabat, qui effectivement a pointé quelque chose de dangereux en parlant de l'Iran et de la relation de l'Algérie avec l'Iran. Mais quand Abu Dhabi met un consulat à Dakhla, le régime algérien que je connais dans sa tradition, etc., je suis désolé, il y a des représailles. Je suis désolé, il y a des représailles sur les Émirats arabes unis. Il n'y en a pas eu. Et il n'y en a pas eu. Moi, je l'ai revendiqué, je l'ai demandé. J'ai dit, c'est pas normal sur ce dossier-là. L'engagement de la diplomatie algérienne sur cette question, c'est une forme d'agression de l'Algérie. Et on n'a pas eu. C'est un indicateur. Si on ne s'est pas montré fort sur cette question-là, à ce moment-là, parce que l'Arabie Saoudite, derrière les Émirats, il y a l'Arabie Saoudite qui soutient le Maroc, on a montré un signe de faiblesse qui provoque un enchaînement. Et donc, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Bon, évidemment, il y a des gesticulations, etc. Mais en termes de cohérence et en termes de puissance diplomatique, je ne m'attends pas à grand-chose. Nabil Esmaïl, dans cette tension algéro-marocaine, il faudra choisir son camp. Il faudra... On ne peut pas choisir. Est-ce que c'est une question que beaucoup d'Algériens se posent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et Sofiane Sakhri a dit, on peut ne pas être d'accord sur le plan interne, mais il y a des choses sur lesquelles on doit défendre. Est-ce que sur ce point précis, il doit y avoir une union nationale pour dénoncer ce qui s'est passé dans le territoire sahraoui? Il ne faudra pas confondre entre qu'il y ait une union nationale et avec le fait de laisser ce qui se passe en externe, ce qui se passe sur le plan des deux pays, engloutir la révolution interne. Donc l'unité nationale, je pense qu'elle est là. Il n'y a pas de danger sur ça de la part du peuple. Le peuple, il est clair que le peuple ne va jamais accepter qu'il y ait une mise en danger de l'unité nationale, ou une attaque ou quoi que ce soit, tout en disant que le peuple aussi est d'accord pour qu'il n'y ait pas d'escalade armée, militaire avec les voisins. Parce que nous sommes, comme a dit Hassan, nous sommes faibles en interne. Le pays est très faible. Donc on ne peut pas envisager ou parler de faire un choix. Il s'agit de l'Algérie. Et l'Algérie, elle a été affaiblie. Elle est affaiblie par une gestion sécuritaire qui n'a pas de raison d'être. Et là, même sur le plan international, le régime algérien est isolé. Donc, il y a beaucoup de risques sur l'Algérie maintenant. Moi, ce que je peux dire, c'est que je crois que le peuple reconnaît ses priorités. Le peuple sait qu'il ne va jamais
il ne sera jamais la menace contre son pays. Et il ne va jamais permettre que son pays soit menacé. Je vais vous poser c'est une question qui est très claire. Une question pour tous les trois, parce que c'est très intéressant lorsque vous parlez de faiblesse de l'État. Si on résume ce que vous voulez dire, est-ce que ça veut dire que si demain, la qadrallah, il y a un conflit armé, l'Occident et le monde vont plus soutenir le Maroc que l'Algérie? C'est ce que vous voulez dire, en quelque sorte. C'est ça? Il y a une question d'intérêt. Ihsan? Il y a une question d'intérêt. Pas nécessairement, mais on n'a pas besoin d'afficher des positions politiques. Il faut voir les circuits de l'armement, les intérêts. Le Maroc, il a un lobbying infiniment plus puissant. L'Algérie, il y avait Abdelaziz Rahabi parmi nous il y a 15 jours qui nous le rappelait. La diplomatie algérienne, sous Bouteflika, elle a en fait complètement effacé sa capacité d'influence dans le monde, dans la région, parce qu'elle était paralysée au même titre qu'était paralysé son chef de l'État. Mais, en fait, moi, je ne crois pas à la possibilité d'un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Par contre, je pense que le Polisario risque d'être réarmé par l'Algérie, il ne faut pas se le cacher. C'est une option, qu'il risque d'être réarmé et qu'il risque de reprendre plus de risques opérationnels. Mais ces risques opérationnels vont déborder sur le territoire algérien, risquent de déborder. Ça a déjà débordé sur la zone libérée, ça risque de déborder. Mais cela, il faut savoir l'assumer, savoir au niveau international pour dire, voilà, le cessez-le-feu est terminé, le Polisario revient à avant 91 et nous revenons tous à avant 91, ce qui aurait pu être évité si on avait un peu de vision politique, parce qu'on pouvait faire tout à fait autre chose, comme l'a fait Chadli Ben Jdid, en rouvrant les frontières et en rétablissant les relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, dernière question sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est possible. Allez-y. Justement, quand on parle d'une Algérie faible, كي نديروا مقارنة. المغرب كذلك دولة ضعيفة. المغرب عندها مشاكل اقتصادية اجتماعية كبيرة. عندها تمزق مجتمعي كبير. عندها احتجاجات. عندهم حتى مشاكل والانقسامات داخل العرش المغربي، داخل العرش المغربي هناك دسائس وفتنه. اذا كي نقولوا الجزائر ضعيفه ولا المغرب ضعيف، المغرب عسكريا اضعف عن الجزائر، الجزائر عسكريا اقوى من المغرب من الناحيه العسكريه من ناحيه العتاد والجيسي، لكن كما قلت انه المغرب اتخذ مواقف مع التطبيع جعلت منه من الناحيه الدوليه عنده دي لوبيينغ انترناسيونال. نعاود واش قلت لك دوك حنا كان نرضخوا نتراجعوا على المواقف تاعنا اتجاه القضيه الفلسطينيه ونديروا التطبيع 30% فقط، يقول لي عندنا لوبيينغ، لكن حنا مشينا بالمواقف تاعنا. الان كي هضرت على لونيتي ناسيونال، دوك يفو با ميلونجي، دوك حنا عندنا دي موناس، عندنا انترن اكسترن، عندنا تهديدات داخليه وخارجيه. حينما نتحدث عن وحده وطنيه، دوك نعطي لك الفرق بين الخطاب الموجود في الحراك والخطاب الموجود عند السلطه. الحراك الجزائري فصل في فكرة الوحدة الوطنية، لكن احنا نتحد لمجابهة التهديدات الداخلية ومجابهة التهديدات الخارجية، بما فيه واش صرالنا انه كاين تهجم على رعايا جزائريين، لازم كنا ندافعوا على الرعايا الجزائريين هذا. لكن الخطاب السلطة، الفرق بيننا وبين خطاب السلطة تريد l'unité nationale pour préserver le statu quo، للابقاء على الوضع الراهن. قال نتحد نتفع القياده ديالي، حنا نقولوا انت الجزائر كدوله بمقدراتها بالتهديدات الكبيره الموجوده راك انتم تلبسوا بدله اكبر من مقاسكم. حنا نقولوا نتحد لمجابهه ما اوني كونسيون. لازم هذا الشيء ما نغلطوش فيه في الحراك، لازم نبينوا للراي العام باللي اوني كونسيون اون سان دو حراك باللي هاد لي موناس هادي سي اون رياليتي، هذا واقع. رانا نعيشوا تحولات جيوسياسيه وين فيها تهديدات مختلفه. اليوم لازم نمشيو الى وحده وطنيه، وحده بين الجزائريين، لكن في اطار انه نمشيو للتغيير، لانه السلطه الموجوده ما عندهاش القدره انها تجابه هذه التحولات الموجوده وهذه التحديات الموجوده. هذا هو الفرق بين خطابنا تاع الوحده على مستوى الحراك وعلى مستوى الصفوف الشعبيه وخطاب السلطه للوحده. Juste un mot sur le lobbying, Khaled, rapidement parce qu'il vient d'y avoir une réponse marocaine. Juste en un mot, les Algériens ont voté le point de vue chinois sur la question des Ouïghirs. Les Ouïghirs qui subissent c'est la minorité musulmane en Chine. Musulmane en Chine et qui subissent un crime contre l'humanité. Dans ce qu'il arrive, les Algériens ont voté le point de vue de Pékin.
aux Nations Unies. C'est insupportable. Les Chinois, la semaine dernière, ont voté le point de vue marocain aux Nations Unies. Le point de vue marocain qui redonne la table ronde comme cadre de la négociation, qui sort du cadre bilatéral entre le Polisario et la Chine. C'est juste pour souligner l'efficacité du lobbying et de la nouvelle diplomatie algérienne. Il vient d'y avoir une réponse marocaine sous couvert de l'anonymat. Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui une source marocaine informée en réaction à l'annonce par l'Algérie de l'amende de 3 de ses ressortissants. Si l'Algérie veut la guerre, le Maroc n'en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale, a déclaré à l'AFP cette source marocaine qui a déploré des accusations gratuites contre le Maroc. Donc c'est la première réaction du Maroc on peut dire à la mort de nos 3 compatriotes, mais aussi au communiqué de la présidence de la République. On passe à un autre sujet un peu plus politique, parce que vous êtes aussi ici pour parler de l'actualité politique. Nous sommes à quelques jours des élections locales et à la veille du début de la campagne électorale de ces élections législatives, de ces élections locales. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'est pas dans une ambiance préélectorale. صحيح ماناش نعيشوا أجواء انتخابية، لأنه بالنسبة للجزائريين الانتخابات هذه ما حتغير حتى شيء بالنسبة للواقع المعيشي تاع الجزائريين. أولا si on parle d'élection, l'élection c'est un processus électoral, surtout sous la coupe d'un mandat présidentiel qui est un mandat politique. لأنه حنا اليوم رانا نعيشوا عهدة رئاسية سياسية باسم شعار وهمي عنوانه الجزائر الجديدة. حنا وعلاش نقول لك ان بروسيسوس؟ باسكو سي اون بارل دو بروسيسوس كاين ان ديبي، كاين دي زيتاب، كاين ان فيدباك. لو ديبي تاع هذا المسار الانتخابي بدا بالانتخابات الرئاسيه مضروبه مطعونه. من بعد جاء الاستفتاء على الدستور، ما كانش كاين انخراط شعبي، يعني كان سواء بالتصويت بلا او بالمقاطعه. معناه وعلاش هنا قلت لك سي ان بروسيسوس؟ باسكو في البروسيسوس الكتورال سا اكزيست ليفي دومينو افكت. معناها انه بدينا بالانتخابات الرئاسيه مطعونه مضروبه، الاستفتاء على الدستور مطعون مضروب، ايفي دومينو اوتوماتيكمون لو رونديفو الكتورال هذا لوكا سا فا اتر ان ايشيك. يعني سي اون بارل دان بروسيسوس. ثانيا اذا نمشي اليوم صلاحيات المنتخب على مستوى البلديات مثلا. اليوم les élus au niveau local n'ont pas de prérogatives parce que كاين لا دوبل كاسكيت، كاين دو كاسكيت، كاين l'élu وكاين ممثل الدولة le représentant de l'État et l'administration. إذن اليوم المنتخب ما عندوش صلاحيات، وهذا اللي خلى المواطن أنه يشوف هذا المنتخب هو فقط يعني واجهة للسلطة الإدارية، لأنه هو اللي كي يصرى مشكل على المستوى المحلي ممثل الدولة وممثل الإدارة، الوالي اللي هو عادة ما راهوش من هذيك المنطقة يروح يشوف يعني لو مير ولا لأنه ابن هذاك المنطقة باش يروح يواجه يعني السكان المحليين وكأنه وسيط جمهورية، معناها بدون صلاحيات. ولهذا عدد كبير من رؤساء البلدية موجودين اليوم متابعين قضائيا ولا موجودين في السجون. كاين فيهم اللي تورطوا في قضايا فساد، لكن كاين فيهم اللي امضاوا على امور ما تدخلش في الصلاحيات تاعهم، لانه يحس انه رئيس بلديه، لكن هذا الامر ما يدخلش في الصلاحيه تاعو. امر اخر احنا نشوفوا ان ما حدث الى حد الان من خلال قبول ملفات ترشيحات، احنا نشوفوا غير فقط بالقائمه تاع الترشيحات انه لا يوجد هناك شفافيه، يعني مونك دو ترانسبارونس. اقول لك لماذا. عدد كبير من المرشحين تم إقصائهم من القوائم، والأخت راهي يعني في سلك المحاماة، وقدموا طعون لأنه اليوم كاين بعض المبررات اللي يقول لك أنت مشتبه أنك متورط في المال الفاسد ولا عندك علاقة بالمال الفاسد، أو أنك مشتبه أنه عندك علاقة بتنظيمات معينة. هذا أولا، معناها تم إقصاء عدد كبير من المرشحين بطريقة غير مفهومة من طرف المرشحين في ظل عدم وجود شفافية. لكن في نفس الوقت كي تمشي وتحلل بعض القوائم تجد أن ناس كانوا مورطين في الفساد، كانوا مورطين مع العصابة، وكانوا موجودين يعني في البلديات وراهم وجدوا روحهم في القوائم. معناها هذه المعايير ما عندها حتى معنى. زيد على ذلك، وعلاش يعني لا حدث يعني نون ايفنت الانتخابات هذه المحلية في عدد كبير من البلديات. صدقني
أن الحديث عن الانتخابات البلدية لا يدور من بناية البلدية. والدليل على ذلك تلقى حتى اللي ترشحوا العمال تاع البلديه والمنتخبين، تسمى الحديث على الانتخابات البلديه يدور في مقر البلديه. Un désamour total pour ces élections locales du 27 novembre. Vous avez participé à une réunion du PAD aujourd'hui. Donc plusieurs partis politiques qui sont dans cette alliance démocratique. Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce qu'on a parlé de cette campagne électorale, sachant que le FFS va prendre part à ces élections locales? Et le FFS était représenté aujourd'hui au PAD. Non, il n'était pas présent au PAD parce qu'ils ont déclaré le gel de la participation. Une aile du FFS. Bon, une aile du FFS. Je dirais une aile du FFS, c'est vraiment la désolation d'en arriver là, de parler d'elle. Voilà. Je voudrais dire une chose, et s'il te plaît, Khalid, ne m'interromps pas, c'est que... ça va être long? Non, je ne suis pas en train de lire. Ouais, d'accord, allez-y. Non, je voulais dire quelque chose. Oui. Je voulais dire que ces élections locales anticipées sont des élections qui n'ont il faut le préciser. On ne rappelle pas aux gens que c'est des élections anticipées. On ne dit jamais ça. Elles n'ont aucune assise constitutionnelle ou juridique. Parce que si la Constitution parle de présidentielle anticipée ou de législative anticipée, il n'y a pas d'élection locale anticipée. Il y a lieu de dire que la volonté populaire déjà qui a été exprimée en 2017 a été détournée, violée en enlevant une année du mandat. Il y a encore une année d'un mandat qui a été donné par la population à des gens qui ont été choisis. Maintenant, pourquoi aller vers des élections locales? Pourquoi engager beaucoup de dépenses? Parce que c'est des élections qui vont coûter de l'argent. Or, on part d'une crise économique, on part d'une crise sociale. Maintenant, le PAD, est-ce que le PAD s'est réuni autour de ça? Le PAD ne s'est pas réuni autour de ça. Parce que le PAD estime qu'il ne peut pas s'inscrire dans l'agenda du pouvoir. Or, ces élections locales font partie de l'agenda du pouvoir qui veut parler de renouvellement d'institutions, d'aller vers une Algérie nouvelle avec les mêmes pratiques, avec une loi électorale qui élimine des candidats sans qu'ils sachent pourquoi. On a eu beaucoup de recours. On a eu des recours de candidats qui nous ont ramené des décisions de rejet de leur candidature sur la base du fait que des signatures, il y a double signature. Or, les doubles signatures, c'est interdit pour les candidats. C'est-à-dire que moi, je peux signer pour un candidat à l'APC et je peux signer pour un autre candidat à l'APOI et ça n'annule pas la candidature. Ce qui est interdit, c'est de se présenter comme candidat à l'APC et à l'APOI. Donc, les gens se sont vus rejeter des candidatures sans comprendre pourquoi et sur la base d'enquête des services. Et ça, c'est pire parce que moi, je pense qu'il faut être réaliste. Cette élection ne va pas changer le vécu de l'Algérien. Cette élection, encore une fois, ne va rien changer dans le vécu des Algériens qui sont en train de dénoncer la répression. Et je reviens à la question du PAD. Le PAD s'est réuni parce que le 1er novembre, il y a eu un communiqué sur la création du Front contre la répression. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'était pour voir l'impact de l'appel, pour voir les mécanismes de la mise en place de ce front, et on ne peut pas parler, on ne peut pas inviter un peuple à aller voter alors que tout le monde parle du prix de la pomme de terre, tout le monde parle de la répression, et la question qui a l'habitude d'être posée au début du CPP, quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Moi, l'image qui m'a marqué cette semaine, c'est l'image des gens qui ont été interpellés le 1er novembre. Ils ont brandi l'emblème national, ils ont été interpellés, embarqués et ils ont fait l'objet de comparutions immédiates devant les tribunaux. Nous étions récits, je me suis rappelé. Nous étions tellement impatients de retrouver Akram que j'ai complètement oublié. Donc ça, c'est l'image qui m'a marqué. Et je ne sais pas comment est-ce que le peuple pourrait aller voter alors que les électeurs, une partie des électeurs est en prison pour un délit d'opinion, tout en précisant plus de 200 détenus d'opinion. Nous sommes à 285 détenus, plus de 6000 poursuites, et tous ces gens-là, tous ces jeunes intellectuels, journalistes, professeurs, fonctionnaires, syndicalistes sont des électeurs. Donc on ne peut pas être hypocrite
au point Plus- d'appeler à aller voter alors que des électeurs sont en prison. Plus de- Et donc la question Merci, des libertés prime Bien sûr, bien sur sûr. la question des élections. Plus de 250 détenus d'opinion, parmi eux 2 journalistes, un ancien candidat à la présidence, Un avocat. chef de parti politique, un avocat, un chef d'entreprise, des étudiants et beaucoup d'autres citoyens. Et à Salkhadé, on a souvent dit que les élections locales étaient soi-disant les plus alléchantes, les plus intéressantes au niveau local. Et on a dit que c'était les élections qui pouvaient avoir moins le taux de moins d'abstention. Oui. Mais là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans un environnement électoral. Est-ce qu'on va vers un autre record d'abstention, record comme celui de 23% législatif? Bon, ce qui est un chiffre officiel. Et à mon avis, il n'y a jamais eu 23%. On parle de chiffres officiels, On parle de évidemment. chiffres officiels. Moi, je ne reprends pas les chiffres officiels, je ne leur fais pas confiance. Là, c'est terrible à dire, mais on va vers, pour répondre à ta question, Khaled, on va vers cela. On va vers, parce que la rupture, elle est définitive entre la grande majorité du peuple et le système. Le système n'arrive pas à se renouveler, n'arrive pas à se doter d'une nouvelle base sociale, il en a perdu les moyens, et donc les moyens moraux et les moyens financiers d'ailleurs. Hein. Et donc on va vers cela. Moi, j'ai résumé, quand on réfléchit un petit peu, c'est quoi le mandat, c'est quoi le projet d'Al-Majid Tebboune. Le grand projet qui porte le début d'une mandature, qui construit un récit. Hein. Houari Boumediene, c'était le développement, c'était l'industrialisation. Très vite, il a mis en place des plans triennaux. On peut aimer, ne pas être d'accord, etc. Mais il y avait un projet. Chadli Benjdid avait un projet. Chadli Benjdid a considéré qu'on a surinvesti pendant 13 ans et il a décidé d'améliorer la vie des Algériens. Le logement, et le bien-être, parce qu'il considérait qu'effectivement, on avait trop serré la ceinture du temps de Boumediene. Exactement, le moment du début des années. Bouteflika, pour citer le dernier, c'était la réconciliation. C'était essayer de réconcilier les Algériens. Il avait un projet. C'est quoi le projet d'Al-Majid Tebboune? C'est d'envoyer en prison un spéculateur. Pour 30 ans, c'est lui qui le décide parce qu'il a déréglé l'offre et la demande. Si on devait résumer, ce serait d'organiser des élections anticipées auxquelles personne ne vient. On ne peut pas aller très loin avec ce type de projet et ça va continuer comme ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui se pose la question de cette gouvernance de manière sérieuse parce qu'elle met le pays en Quand vous avez danger. parlé du projet du président Tebboune, le Wali d'Oran a annoncé une prochaine visite du président à Oran qui pourrait être la première visite à l'intérieur du pays et une visite d'État en Tunisie qui n'est pas encore venue. Elle devait intervenir au début du mois de novembre, donc on attend encore. Maître Smaïl a parlé de l'état des libertés, plus de 250 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie. Et vous avez proposé, Sofiane Sakhri, il y a quelques semaines, une initiative intéressante, celle d'unir un peu les forces de l'opposition et du Hirak autour d'une force qui s'appellerait l'Union pour le respect de la volonté populaire. Expliquez-nous un peu cette initiative. المبادرة جاءت في ظل أنه كان هناك ركود سياسي لأنه كي حدث التضييق على الحركيين ما كانوش يخرجوا رغم أنه كانت هناك محاولات أنه يتم تنظيم الحراك وتأطير الحراك يعني من قبل وكنا دعينا من قبل لتكوين جبهة سلمية للحراك لكن il y avait trop de manipulation parce que c'est des manipulations اللي داخلين في الحملات الثورة المضادة هو انه الشعب تسمى فهموه انه ما يفرقش بين التمثيل والتأطير والتنظيم رغم انه هناك اختلاف كبير انك تأطر وتنظم هذه خاصيه كانت موجوده في الحراك منذ الاسبوع الاول حنا لا بروميير سيمين دي سورتي هنا الجي يافي دي جروب دو جون بينيفول اللي كانوا كي تصرى ما على باليش حاجه تصرى سرقه يصرى اعتداء ولا هما كانوا يتجندوا يتنظموا تلقائيا هل هادو جاو لتمثيل الحراك هادو فقط كانت عندهم غيره على الحراك حبوا يحافظوا عليه لانه حبوا يمشوا في السلميه ما يروحوش لهذا انه التنظيم التأطير في اطار الحراك هو من خصائص الحراك يعني هذا من الخصائص الكبرى للحراك اذا احنا اتفقنا انه هناك خطوط عريضه اللي نتفق حولها كلنا يعني الإخوة داروا جبهة لمجابهة التضييق والقمع أنا أظن أن الهدف السياسي هو أنه ندير دولة القانون لأنه كانت دولة قانون وكاين استقلالية العدالة وكاين الشرعية وكاين الرجل المناسب في المكان المناسب وكاين تفويض شعبي
ما نقدرش نمشي للقمع وما نقدرش نمشي للتضييق في ظل عدم وجود دولة القانون، عدم وجود استقلاليه للعداله، اللي مشينا للتضييق، اللي مشينا للقمع. وبالتالي احنا يعني الفكره اللي طرحناها هو ان القوى المختلفه الموجوده داخل الحراك مهما كانت توجهاتها الايديولوجيه ومهما كانت مشاريعها السياسيه، لانه الان يفو با بغولي لي زيتاب، لازم نروحوا ستيب باي ستيب. في المرحله الموجوده الان هي مرحله توحيد الصفوف، نترفع الحساسيات الإيديولوجية، نخلوا المشاريع المجتمعية والمشاريع السياسية لوقت آخر، ننظموا الصفوف، نحاول نخرج بأرضية سياسية متفق عليها فيها حد أدنى من التوافق بين المجموعات المختلفة. وأنا أظن أن الأمور متفق عليها، لأن كل حراكي وكل قوة لتأمن بالتغيير في الجزائر تعرف أن باش نحقق التغيير في الجزائر تحتاج إلى مشروع. وكان الأخ يتكلم يقول أننا نتحدث عن جزائر جديدة دون مشروع. اليوم أنت كتكلم مقبل على المضاربة الأخ، تقول لي أنه كاين مشكل في الأسعار. باش نواجه مشكل الأسعار داير من قبل كنا نسمع في الخطاب الرسمي أننا نقول مثلا أن في قطاع الفلاحة عندنا إنتاج يقدر ب25 مليار دولار، ونقول أننا عندنا مشروع أننا نصدر المنتجات الفلاحية الجزائرية وما نستوردش الفلاحة. بعد ذلك تقول لي عندي مشكل تاع أسعار. تما أنت دولة بحجم الجزائر يعني سوق تاع سعر البطاطا ماكش قادر أنت تتحكم في سعر البطاطا. من بعد واش دير؟ تقول أنا نمشي إلى أساليب ردعية، أساليب قمعية. تروح دير لي قانون تاع المضاربين 30 سنة سجن أو المؤبد وتوقيف النشاط التجاري. أنا نفهم أنه خلاص أنت كرجل دولة راك خديت زمام الأمور وقلت نمشي للوسائل القمعية. المشكل اليوم حتى الوسائل القمعية ماش قادر تحكم فيها، بعدها تخرج لي بقرار آخر في مجلس الوزراء تقول لا ألجأ إلى الاستيراد. شوف كاين واحد المثل اللي يقول state man without state vision is like a sailor without compass. معناها un homme d'État sans une vision d'État c'est comme un marin sans boussole. معناها أن رجل الدولة الذي لا يملك رؤية للدولة وكأنه بحر دون بوصلة. إذا نحن في إطار إبحار وللأسف دون بوصلة. Et ça reprend, on revient à votre image de la semaine. Vous savez, on a su mettre les images de la semaine à l'intérieur de l'émission. Si c'était Kamel Rezik, votre image de la semaine. Non, Et c'était quoi votre image de la semaine? Non, moi c'était la troisième dose, on en parle en fin d'émission. Voilà, non, il ne reste pas beaucoup de temps. Juste pour réagir à ce congrès pour le Hirak, est-ce que vous trouvez que c'est encore une bonne idée? Moi je félicite Sofiane Sakhri pour son initiative, c'est très bien. Je pense que الحراك الشعبي عاب علينا بزاف. حنا نخب les محسوب على الحراك, les élites qui sont comptabilisées comme étant proches du Hirak, de ne pas avoir réagi depuis de longs mois. Il y a eu la troisième vague, il y a eu ce qui s'est passé en Kabylie. Et depuis la rentrée, il y a surtout le PAD qui sauve la face en prenant les positions qu'il prend. Mais la question qui se pose, c'est la suivante. À quelle étape sommes-nous de ce processus révolutionnaire? À quelle étape sommes-nous? Moi, j'ai lu avec grand plaisir et j'ai eu l'honneur d'accueillir l'auteur de la biographie de Mohamed Lamine Debarine il y a 3 jours, qui est l'homme, avec Farhat Abbas, du manifeste pour la liberté, donc l'Algérie, et des amis du manifeste, qui est le moment où le mouvement national a dépassé toutes les divergences qu'il avait, du PPA-MTND, qui était la branche la plus radicale, évidemment, qui était indépendantiste, aux élus, Benjeloun et d'autres. Il a tout réuni, y compris l'UDMA et tout ce qu'il peut y avoir dans le spectre politique à l'intérieur. Je pense notamment au ulema. Voilà. C'est un grand moment d'unité nationale. Ce mouvement-là, d'ailleurs, a bénéficié d'un congrès. Au passage, je le signale, il a pu tenir un congrès, les amis du manifeste, en mars 1945. L'administration coloniale a autorisé un congrès. L'administration d'Abdelmadjid Tebboune ne donne pas de possibilité d'organiser de congrès pour nous, qui cherchons une solution politique et une formulation de cette solution politique. C'est à relever. Après, ça s'est dispersé parce qu'il y a eu le 8 mai 1945 et les massacres qui ont succédé au 8 mai 1945. Et chacun a repris sa couleur politique. Farhat Abbas s'est mis à accuser le PPA d'avoir été sur des positions trop radicales qui ont provoqué les massacres et tout le monde sait.
Est-ce qu'il y a eu un 8 mai 45 entre le Hirak? Qu'est-ce qui empêcherait que la tentative de rapprochement de tous les courants, du PAD jusqu'aux conservateurs, jusqu'à toutes les initiatives, Nida 22 et les ligues des droits de l'homme, etc., et les avocats, et les étudiants, et tout ce qui est sorti du Hirak, continuent à travailler ensemble? Non, il y a eu une vague de répression, mais qui n'a pas cette dimension-là. Donc, ma réponse est, l'heure est toujours à l'unité, parce qu'il n'y a eu aucun mouvement de l'autre côté, sur une feuille de route, sur une possibilité de changement. L'heure est toujours à l'unité, et les AML, entre guillemets, doivent continuer d'exister pour peu qu'elles ont déjà existé. Nabil Ismail, avant de vous donner la parole pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, vous allez nous en parler rapidement. Maître Bouchachi disait il y a quelque temps que le Hirak, ce n'est pas que des manifestations. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il peut y avoir une organisation telle que la propose Sofiane Sakhri? Écoutez, le Hirak, déjà, c'est un mot qui devait... Bon, il est vrai que c'est un mot qui est rentré dans... Il a été même... il est devenu universel, le mot Hirak. Mais le Hirak est le mouvement. Là, il y a une révolution. Je suis entièrement d'accord pour dire que le Hirak n'est pas arrêté parce que c'est un processus révolutionnaire. D'ailleurs, je voudrais rappeler une chose, c'est que demain, ça fera une année depuis que nous avons perdu Amel Khadr Bourga'a, le 4 novembre. Je ne peux pas ne pas lui rendre hommage, lui qui disait il faut que ça prenne du temps pour que ça prenne le temps de mûrir. Une révolution, ça se prépare. Et plus elle tarde, elle gagne en maturité. Et le fait de penser à réunir toutes les franges du Hirak, personnalités, partis, collectifs, syndicats, tous ceux qui étaient dedans, il ne faut pas qu'on perde de vue l'image de ces marches et l'image de toutes les catégories qui ont pris part à cette révolution. Nous devons prendre nos responsabilités, tout comme le PAD a décidé de le faire en disant nous devons prendre notre responsabilité historique et répondre à l'appel de l'urgence qui est ne pas se laisser confisquer sa révolution une deuxième fois. Parce que c'est ça qui nous a fait réagir. C'est que le pouvoir a eu le temps, il a profité de la pandémie, il a profité de l'arrêt des marches pour nous faire un arsenal juridique digne d'une dictature qui ne dit pas son nom. Et vous allez nous parler cet arsenal juridique. Oui, l'arsenal juridique, là, vous me parlez d'élections. Le pouvoir est en train d'inviter le peuple à aller voter pour les locales. Et il y a eu un vote d'une Assemblée nationale qui a adopté le 26 octobre l'ordonnance qui a modifié l'article 87 bis pour considérer que tout regroupement peut être qualifié de terroriste. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le danger que revêt l'article 87 bis est un danger sur lequel il faut parler. Il faut s'arrêter devant cet article. Parce que cet article est une remise en cause de tous les acquis, de toutes les révolutions que l'Algérie a connues. Parce que là, vous parlez, vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir, on vous qualifie de terroriste, et ça, c'est très, très grave. On ne peut pas rester de glace et se dire, bon, d'accord, c'est une assemblée qui a adopté cette ordonnance sans débat. Or, toutes les lois qui visent et qui touchent les libertés fondamentales, à commencer par les libertés politiques et civiques, sont des lois qui devraient être soumises à de larges débats qui prendraient le temps qu'il faut. Parce que quand vous avez une constitution qui donne la primauté aux conventions internationales, or l'Algérie a ratifié la convention relative aux droits politiques et civils en 1989. Et c'est cette convention qui est remise en cause par cet article. Et vous avez un préambule de l'ordonnance qui vous dit le Conseil constitutionnel a donné le OK pour la constitutionnalité de ce texte. Or, ce texte n'est pas constitutionnel. Il est à l'encontre du pacte que l'Algérie a signé. Et alors, ils adoptent la loi le 26 et ils vous font un décret exécutif le 7 octobre pour installer la commission d'inscription des personnalités et des entités dans le registre terroriste. D'inscription. C'est à croire que c'est un acte volontaire. Une commission qui va inscrire les personnes sur la base d'une simple enquête préliminaire. Et ça, c'est une remise en cause de l'article 4 du Code de procédure pénale qui parle de la présomption d'innocence. Personne n'a le droit de condamner qui que ce soit à part la justice. Et quand vous allez dans l'article qui parle de la composante de cette commission,
c'est une composante sécuritaire et pas judiciaire. Parce qu'elle est présidée par le ministre de l'Intérieur et elle a, à l'intérieur, elle compte la gendarmerie, l'armée, les services internes, les services secrets externes, et pour que vienne après la justice. Or que toute commission d'une telle responsabilité, d'une telle envergure, d'une telle dangerosité doit être chapeautée par le ministre de la Justice, parce qu'il n'y a que la justice qui peut condamner et qui peut décider par une décision définitive qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et toute la dangerosité est là, et tout cet arsenal juridique vise bien sûr à neutraliser la révolution, à neutraliser l'opposition, à neutraliser tout le monde et à aller droit dans le mur, tout en remettant en cause tous les acquis sur les libertés. Merci Nabil Esmaïl. Nous n'avons plus de temps. Une fois n'est pas coutume, on termine avec l'image de la semaine. Et Hassan Qadi, votre image de la semaine, c'était quoi? Oui, parce que... Moi, je voulais juste relever que le gouvernement a lancé la campagne pour la 3e dose. Moi, je suis très sensible à la pandémie et aux mesures. Et d'ailleurs, je félicite le sérieux et la discipline de Khaled Rani pour la 3e dose, pour ceux qui ont fait les 2 premières doses, alors qu'on a un taux de vaccination sur lequel il n'y a pas de transparence, mais dont on suppose qu'il est inférieur à 25%, c'est-à-dire qu'en fait, on va consolider pour ceux qui ont choisi de se vacciner, mais le véritable enjeu pour empêcher la 4e vague, dont on dit qu'elle a commencé à se mettre en route, pour l'empêcher, il faudrait qu'on passe de 25% à 60%. Et cela, malheureusement, ça ne se fait pas. Il aurait fallu insister d'abord sur la vaccination. La 3e dose, évidemment, pour les personnes fragiles, il faut la faire. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci Sofiane Sakhri, merci Hassan Qadi et merci Nabil Esmaïl. Comme à chaque fin d'émission, une pensée pour tous les détenus d'opinion injustement incarcérés. Une pensée parmi eux, les 2 journalistes Hassan Bourras et Mohamed Moulouj de Liberté. Une pensée aussi, comme chaque mercredi, aux 2 journalistes marocains incarcérés, Slimane Raissouni et Omar Radi, dont le procès a encore une fois été reporté. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain.